Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. En quelques mots, si je me présente, donc je suis Maxime Brémond, je suis partenaire chez Avencore. Chez Avencore depuis un peu plus de 15 ans maintenant, formation ingénieur comme nous tous chez Avencore, et en charge de différents secteurs. Mais c'est plutôt au titre des expériences sur les sujets de standardisation que j'interviens aujourd'hui, des standardisations que nous avons menées sur à la fois des systèmes complexes comme des trains, des avions ou des produits en apparence plus simples. Je pense à des standardisations sur des poêles ou des casseroles, mais aussi des sujets sur les CAPEX ou sur les softwares. Bref, un champ d'application assez large de la standardisation dont on va parler aujourd'hui. Et bonjour à tous, Jean-Charles, manager, presque 10 ans d'Avencore. J'ai eu l'occasion il y a quelques mois déjà d'animer notre premier webinaire sur la compétitivité produit. Et finalement, ce webinaire sur la standardisation s'inscrit dans la suite assez logique, puisque quand on parle de standardisation, très rapidement, on va parler de produit et de compétitivité de produit. Alors peut-être, si vous le voulez bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vois qu'il y a des noms de sociétés avec lesquelles nous n'avons pas encore travaillé. Donc, je vais simplement nous présenter très rapidement. En un mot, Avencore, cabinet de conseil français avec des bureaux dans plusieurs pays, on va y venir, spécialiste de l'industrie. L'industrie uniquement, mais toutes les industries. Et notre mission, c'est d'accompagner les industriels à relever leurs défis qui sont de nature très diverse. On en voit quelques-uns sur cette planche-là. Ça peut être des sujets d'accélération de croissance, définir la route pour atteindre le cap qui est fixé. Ça peut être, si je reprends la colonne du milieu, des sujets de performance compétitivité, comme disait Jean-Charles, compétitivité produit, process, CAPEX. Et c'est plutôt dans ce deuxième pilier qu'appartient la standardisation. Quoique, parce qu'il y a aussi dans le troisième pilier du sujet de standardisation des logiques de changement de mode de travail, de modèle opérationnel et des aspects culturels. Et parfois, on va en parler, pour aller chercher des gains sur la standardisation, il faut aller suffisamment profond et ça demande à être traité. Et puis le dernier axe que vous voyez en bas, de cette planche-là, tout ce qui est la data science. Depuis quelques années maintenant, nous avons développé ces sujets data science qui, pour certaines, sont très utiles sur la sujet standardisation. On va y revenir très certainement, mais comment comparer beaucoup de produits qui se ressemblent, mais qui sont tous un peu différents. Parfois, la data peut nous aider. Je l'ai dit très rapidement, une quinzaine d'années d'ancienneté avec Encore, une grosse centaine de consultants sur 5 bureaux et avec un joli taux de repeat business puisque en général les projets se passent très bien, y compris avec certains qui sont connectés à ce que je vois. Et enfin, vous l'avez compris, tous les secteurs industriels, j'ai donné en exemple quelques références standardisation, donc vous comprenez le type de sujet sur lesquels nous travaillons, et c'est, je crois, ce qui pourrait être intéressant pour nos échanges aujourd'hui. N'hésitez pas d'ailleurs, en plus des questions, à partager les témoignages sur le chat si vous le souhaitez, nous serons bien sûr preneurs. Alors, je ne voulais pas faire plus long sur l'introduction. Mais vous l'avez compris, notre métier, c'est l'industrie et la performance industrielle. Et beaucoup de nos clients nous soumettent un certain nombre de défis ou nous posent des questions. Souvent, ils arrivent en nous disant mes coûts récurrents sont trop élevés ou sont trop élevés par rapport à la concurrence. Je n'arrive pas à négocier parce que j'ai des trop faibles quantités ou mon poids vis-à-vis de tel ou tel fournisseur n'est pas suffisant. D'autres nous disent le time to market, donc le moment auquel je mets le produit sur le marché est tellement clé que je perds des marchés parce que mes développements sont trop lents. D'autres nous disent également, je sais qu'une des causes racines de ma lenteur est que j'ai beaucoup de produits. Il y a de l'entropie qui se crée et qui se génère au cours des années. Avec beaucoup de configurations. Bref, tous ces sujets-là sont des sujets qui, pour certains, peuvent être traités par les axes de standardisation que l'on va développer aujourd'hui. Et il y en a un que je n'ai pas cité, mais qui va être transverse également, c'est celui qui est en bas à gauche. La standardisation, c'est pas forcément naturel pour tout le monde, et certains nous disent les équipes ne veulent pas faire du reuse parce que moi j'ai des équipes qui sont des ingénieurs qui aiment développer à partir d'une feuille blanche, même si c'est jamais vraiment à partir d'une feuille blanche, et faire du reuse, ça ne les amuse pas.
Donc, comment faire? Bon, on va y revenir sur ce sujet. Donc, ce sont les différents défis que nos clients nous soumettent et la standardisation, donc, peut être une réponse. Alors, peut-être un élément par lequel on aimerait commencer, et on va venir dans quelques planches à définition de ce que l'on entend par standardisation, qui peut avoir plusieurs visages, mais un élément indispensable, je pense, à garder en tête, c'est la standardisation n'est pas l'alpha et l'oméga, et il faut peser le pour et le contre pour savoir dans quel cas c'est pertinent. D'où la petite balance sur cette planche-là. Et les pour et contre, il y a un écosystème de sujets à aborder, qui soit marché, comment se différencier, comment segmenter le marché, est-ce qu'il y a besoin de spécifiques, ou au contraire, est-ce que du standard suffit, sur l'aspect techno et organisation, à quoi ressemblent mes blocs technologiques, à quoi ressemble leur maturité, le TRL, MRL, hein, Technology Readiness Level ou Manufacturing Readiness Level, comment sont mes process, comment sont mes délais et mes coûts de développement, comment je gère ma configuration. Et puis, en aval également, quelle est ma stratégie make-buy, à quoi ressemble ma base fournisseur, est-ce que j'ai vraiment beaucoup de SKU, comment je maintiens mes systèmes. Bref, tout plein de sujets pour lesquels il faut faire des analyses, et c'est ce qui rend le sujet complexe et intéressant. Alors, peut-être pour chercher à donner des éléments de réponse, on a voulu ranger tous ces sujets que vous nous soumettez régulièrement et qui amènent des questions dans quelques boîtes pour peser justement le pour et le contre. Et encore une fois, n'hésitez pas à intervenir sur le chat pour nous dire ce que vous pensez. Vous avez peut-être des cas qui changent la façon de percevoir ce que l'on va vous dire. Alors, nous avons rangé donc un certain nombre de ces éléments dans deux dimensions. Qu'est-ce qui seront les impacts visibles du client et pour lesquels potentiellement il y aura une petite négociation client à prévoir, et quels sont les impacts qui ne sont pas visibles, suivant trois dimensions qui sont les différentes phases de développement ou de vie du produit, en développement, en phase d'industrialisation ou début de production, et puis la phase récurrente où vous produisez et également où vous faites la partie maintenance. Alors peut-être, si on commence par les bénéfices visibles, visibles dans de la standardisation, le premier qui est souvent mis en avant, c'est pour le client un time to market, des délais de mise sur le marché plus courts, un portfolio qui est plus lean, mais aussi ils disent ah, c'est bien, vos produits sont déterminés, on a une meilleure fiabilité avec moins de non-qualité, la stratégie ou la façon dont on maintient ces produits est plus efficace parce que c'est des standards et des blocs modulaires que l'on gère plus facilement. Le MTTR, un Mean Time to Repair, peut être plus performant. C'est ce qu'on a vu par exemple quand on a travaillé sur les sujets dans l'aéronautique, pour quelques exemples qu'on va venir détailler dans quelques instants. Donc ça, c'est ce qui est visible du client. Dans cette même logique, il y a tout ce qui est pas visible. Ce sont les gains pour vous. Dans chacune de vos sociétés, vous avez des développements qui sont plus rapides. Alors, j'insiste sur la petite parenthèse, le delta développement. On va y venir dans quelques instants, mais il s'agira de développer des architectures qui permettent le modulaire, le platforming, la standardisation parfois. Et quand il s'agira de fournir un client, parfois, il y a du delta développement. Parfois, le standard tel qu'il est défini suffit, entre guillemets. Si je passe aux gains qui sont plutôt côté dans la colonne du milieu, c'est un des facteurs de motivation principal, c'est faire des économies d'échelle. On le disait dans la planche précédente, hein, vous cherchez souvent à négocier avec vos fournisseurs, on comprend pourquoi, et avoir des négociations avec une seule référence, c'est forcément plus facile. Donc ça, c'est très important. Également, vous accumulez du savoir, vous accumulez du retour d'expérience en production, et ça aussi, ça a beaucoup de valeur, y compris pour prédire les coûts. Et en phase aval, ou dans la durée de vie globale, réduction des VEX, les valeurs d'exploitation, les stocks, les coûts de maintenance, donc tout ce qui est SG&A, là aussi, ça coûte moins cher. Donc, ça, ce sont quelques éléments, c'est bien sûr pas exhaustif, des avantages. Il y a bien sûr un coût à ces gains-là. Il y a ceux qui sont coûts ou alors des risques de coûts ou d'inconvénients. Je dis risque, ça dépend comment on a développé, bien sûr, la standardisation.
En phase de développement, on peut avoir un risque de n'être pas pile poil sur ce que demande le client. On est moins spécifique, on peut être moins spécifique, ou alors au contraire être over performant. En phase d'industrialisation, ou tout ce qui touche l'industrialisation, on peut avoir une concentration des manques, puisqu'on va avoir quelques références qu'on va démultiplier. Donc il y a un risque de propagation de difficultés. En phase de production, ou alors au cours de la vie, les évolutions seront peut-être plus difficiles à faire, puisqu'on aura à respecter une architecture qui est définie. Et quand on regarde derrière le rideau également, ce que le client ne voit pas, là aussi, vous avez potentiellement des coûts. Alors, le premier coût qui est évident, j'imagine que si je ne l'avais pas abordé tout de suite, là, certains m'auraient fait la remarque, les coûts de développement upfront, les premiers, quand on développe la plateforme, sont plus chers, sont plus importants, parce qu'il faut aussi anticiper tout ce qui va arriver dans le futur. Et cette anticipation, parfois, peut aussi mener à une inertie ou un verrouillage technologique, parce que on définit pour 2, 3, 4, 5 ans, ça dépend de vos cycles de développement. En phase sur la partie industrialisation, là aussi, on peut avoir besoin de CAPEX plus important, plus modulaire, et ça coûte plus cher. Là aussi, des risques de dépendance à certains fournisseurs, des obsolescences qui peuvent être concentrées. Bref, le message de cette planche-là, c'est il y a du pour et du contre, et ce qui est important, c'est de bien peser chacun des éléments pour prendre les décisions les plus éclairées. On va donner quelques exemples un peu plus tard. Mais peut-être avant de rentrer dans des exemples, on parle de standardisation, mais concrètement, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? Finalement, standardisation, donc on a vu les avantages et les inconvénients, c'est un seul mot, mais qui revêt plusieurs facettes. On a décidé de vous en présenter 4, les 4 majeurs selon nous ici. Donc, la rationalisation au niveau des part numbers, le niveau le plus bas qu'on puisse atteindre sur un produit. La notion ou de rationalisation, de modularisation. La différenciation retardée. Et donc, tout ça, c'est quand on travaille vraiment sur le produit. Et le dernier sujet, c'est la rationalisation de l'offre en elle-même qu'on met sur le marché. Sur le premier sujet de rationalisation des part numbers, des références, l'objet, ça va être de réduire et de simplifier le nombre de références unitaires. Par exemple, un projet qu'on a pu mener dans le domaine ferroviaire, c'est une entreprise qui utilisait des boulons différents, des types de boulons différents sur les différents équipements du tram qui étaient gérés par des équipes d'ingénierie différentes, avec toutes leurs propres standards, leurs propres manières de développer. Et finalement, quand on s'est intéressé à ce sujet-là, boulons, on s'est rendu compte qu'on pouvait réduire à 4 le nombre de boulons, de types de boulons différents. Forcément, certains étaient surdimensionnés, mais finalement, on est passé de 25 à 4, donc en standardisant à ce niveau le plus fin possible. Forcément, le challenge qu'on va retrouver dans ce type de rationalisation, c'est premièrement d'identifier les références qui sont éligibles à une telle rationalisation. Souvent, ce sont des petites références, donc des boulons, des câbles, des connecteurs, de la visserie, ce que nos clients appellent parfois la quincaillerie. Et parfois, l'optimum, il n'est pas dans la rationalisation, l'optimum économique. Parfois, il reste dans le right sizing, c'est-à-dire avoir le bon type de boulon exactement au bon endroit. Et finalement, parfois, c'est moins cher que de rationaliser et d'avoir moins de types de boulons, mais surspécifiés dans certains cas. Et peut-être un complément, ça peut être certes sur de la visserie ou sur de la quincaillerie, mais aussi dans certains cas sur des grands systèmes, ça peut être sur des systèmes ou des équipements plus importants. Je pense à un projet que nous avons mené dans l'aéronautique où il s'agissait d'optimiser les systèmes d'accroche de câbles. Donc ce ne sont alors certes des petites pièces qui tiennent dans la main, mais plus gros que des vis et donc plus complexes à standardiser. Et là, certains appliquent les classiques preferred part list qui contraignent le design, mais qui apportent beaucoup de valeur. Deuxième sujet, on monte un petit peu dans le niveau du produit pour parler de platforming, donc de plateforme ou de modularisation. L'idée étant, dans ce cas, de construire plusieurs produits différents à partir des mêmes bases communes ou en utilisant les mêmes modules fonctionnels. Par exemple, dans le domaine de la défense, projet qu'on a pu mener récemment, on a utilisé les mêmes systèmes de caméras
pour développer des systèmes de visée dans différents domaines, donc l'aéronautique, la marine, le terrestre. C'était finalement exactement les mêmes caméras qui étaient utilisées sur ces différents systèmes. Le challenge là, ça va être de bien définir les bornes de ces modules communs, les interfaces, et de faire les bons choix de périmètre fonctionnel qu'on va mettre dans ce module et du périmètre fonctionnel qu'on va mettre dans la partie customisable, en fonction de la fréquence d'utilisation de la fonction et de sa sensibilité forcément en termes de coût. Forcément, au même titre que sur le premier sujet de rationalisation, on va se retrouver confronté à des cas de surdimensionnement. Dans l'exemple que je citais, si on utilise la même caméra dans différents environnements, ces caméras doivent être capables de résister dans l'environnement le plus contraint. Par exemple, en termes de vibration, c'était l'environnement terrestre, parce qu'une caméra qui est sur un char, elle subit plus de vibrations qu'une caméra qui est sur l'eau. Mais la caméra qui est sur l'eau, elle devait résister au même type d'environnement que la caméra qui est sur le char. Ici, on va surtout travailler sur les architectures communes de la plateforme et les interfaces. Ça va être un vrai sujet, ces interfaces, puisque si on définit des modules communs à différents produits, il va bien falloir à un moment gérer les interfaces avec la partie customisable, en tout cas la partie que voit le client et que demande le client. Troisième sujet, la différenciation retardée. Donc là, l'objectif, ça va être de retarder le plus tard possible la personnalisation du produit pour rester flexible face à la demande réelle du client et du marché, donc pouvoir répondre à des demandes assez spécifiques, mais tout en bénéficiant de cette partie de tronc commun prédéveloppée et prête à être customisée. Un exemple également de notre expérience dans les biens de grande consommation, pour changer un peu de dimension de secteur. Donc là, on était sur, Maxime, tu le mentionnais tout à l'heure, les casseroles et les poêles. On a utilisé le même brut forgé, donc la même pièce brute forgée, pour différents produits, en retardant au maximum les parties d'usinage final et d'accessoirisation pour en faire finalement le produit final que voit le client. Là, forcément, le challenge, ça va être de trouver le bon point de découplage qui permet à la fois de répondre au maximum à toutes les demandes clients différentes, donc de permettre cette flexibilité d'offre, mais tout en maximisant le bénéfice d'avoir cette standardisation sur la plus grande partie du produit. Et enfin, dernier sujet, là, c'est quand je rationalise l'offre en elle-même que je mets sur le marché. Donc, au lieu d'avoir des demandes, des offres qui répondent à chacune des demandes spécifiques de tous mes clients, donc là, c'est les petits ronds qui sont entourés, finalement, on va rationaliser, on va avoir moins de produits qui répondent au maximum, peut-être pas à toutes, mais au maximum à l'ensemble des demandes que peuvent me faire mes différents clients ou mes différents prospects. Donc là, on va analyser l'ensemble des produits qu'on vend pour décider lesquels on va garder, lesquels on va améliorer, lesquels on va regrouper pour faire des produits qui regroupent plus de fonctionnalités ou lesquels on va abandonner parce que finalement, ça ne couvre qu'une petite partie de mes segments de marché cible. Un exemple, encore une fois, de notre expérience dans le spatial, cette fois, on a pu mener une analyse de la valeur couplée à une analyse marché qui a permis de réduire de manière drastique le nombre de configurations qu'on propose aux clients. Hein. On est passé de, je crois, 75 configurations différentes à une petite quinzaine, 13 configurations, voilà, de produits et de jeux d'options différents. Et donc là, le challenge, ça va être bien évidemment de trouver le meilleur ratio entre le nombre de ventes qui me sont permises par ma couverture marché et le nombre de produits différents que je propose pour avoir le plus grand potentiel de vente avec un portefeuille produit le moins fourni possible. Tous ces principes qui sont très différents, hein, on va de la maille la plus fine à mon portfolio produit, ils permettent finalement de couvrir tous les niveaux de PBS de mes produits, de Product Breakdown Structure, du niveau le plus fin, des composants, la visserie, la quincaillerie, jusqu'à mon portfolio produit, et même finalement le sujet des usines. La standardisation peut être appliquée à une usine, à un investissement. On peut faire
du platforming, de la modularisation de blocs fonctionnels pour développer une usine. On peut faire de la différenciation retardée et on peut forcément proposer sur le marché entre guillemets pour une usine, mais proposer aux clients des usines déjà configurées et peut-être en ne permettant pas une configuration maximale comme le voudrait mon client. Alors, maintenant qu'on a vu quelles sont les différentes facettes que peut revêtir la standardisation, comment on s'y prend? Et là, c'est important. Alors, on a défini 5 étapes qu'on va vous partager. De manière classique, quand on développe suivant un besoin. Si on n'a pas standardisé notre manière de développer, on développe suivant un besoin, on suit des cycles classiques de PDR, de CDR, et puis on redéveloppe quand on a un nouveau besoin qui nous est transmis par un client. Standardiser, ça nécessite de prendre un pas de recul par rapport à ça et de se re-questionner en commençant par le tout début, c'est-à-dire que veut mon client, que veut mon marché. Généralement, nos clients qui nous demandent de les accompagner dans des démarches de standardisation, ils sont déjà à l'étape numéro 4 de définir leur stratégie. Ils savent déjà comment ils veulent faire. Ils veulent rationaliser les part numbers, ils veulent rationaliser l'offre. Et nous, ce qu'on les force à faire, c'est de se reposer vraiment la question à partir de la première étape de quel est mon besoin marché. Puisqu'on l'a vu, un des risques principaux, c'est de perdre en flexibilité, de s'éloigner des besoins réels de marché, puisque standardiser, finalement, c'est renoncer. Et donc, la première étape, c'est connaître le marché, connaître les différents segments, les fonctions, les niveaux de performance de ces différents segments, le positionnement de mes concurrents et les tendances du marché. Puisque quand on va standardiser, on risque de s'engager dans une voie technologique, en tout cas, et donc c'est finalement un certain pari sur la tendance que va suivre le marché. Une fois qu'on connaît bien le marché, il faut se demander aujourd'hui, moi, comment j'y réponds à ce marché? Quel segment je couvre? Quel est mon avantage concurrentiel? Et comment je le fais? Comment je suis organisé pour le faire? Avec quelle organisation? Avec quelle manière de développer? Comment aujourd'hui mon organisation me rend efficace ou pas dans la manière de développer mes produits pour couvrir les besoins du marché? Troisième étape, une fois qu'on connaît le marché et on sait comment nous, on se positionne sur ce marché, comme je l'ai dit déjà une fois et je le redirai sans doute plusieurs fois, rationaliser, c'est faire des choix et c'est renoncer. C'est renoncer notamment à répondre spécifiquement à chacun des besoins de chaque client. Et pour orienter et dimensionner ce renoncement, il faut bien se baser sur de l'existence, sur des choses qu'on a, donc sur nos données du passé et du présent qu'on a à disposition. Par exemple, les typologies de pièces et la fréquence d'utilisation dans mes différents produits pour identifier des pièces éligibles à être rationalisées. Les performances de mes ventes actuelles et les prévisions d'évolution de ces ventes, des marchés, pour savoir dans quelle voie je dois m'engager pour développer mes plateformes, mes modules, mes options, etc. Je dois également analyser la variabilité des différentes demandes clients pour savoir où est-ce que je dois positionner des points de découplage si je veux faire de la différenciation retardée. Donc, il y a beaucoup de données qui sont à la fois techniques et comptables et financières qu'il faut bien prendre en compte pour bien orienter les choix de standardisation qu'on va faire. Et une fois qu'on a tous ces points 1, 2 et 3 qui ont été faits, une fois qu'on a tout ça en main, on peut définir quelle est la voie, quelle est la route qu'on va utiliser pour standardiser. Est-ce que finalement, ce n'est pas intéressant de toucher à mon portfolio produit et je vais juste, entre guillemets, m'orienter sur de la rationalisation de mes part numbers? Ou est-ce que, étant donné tout ce que j'ai pu analyser de mon fonctionnement actuel, je peux me permettre finalement d'aller travailler sur mon portfolio produit, de le réduire un petit peu, de le travailler un petit peu pour présenter quelque chose d'autre au client. Et une fois qu'on sait quelle est la voie qu'on veut suivre, il faut bien entendu avoir le plan d'action qui soit défini en conséquence, puisque quand on fait de la rationalisation de part number, il y a peut-être moins de choses à mettre en place que quand on s'oriente vers une réorganisation totale de ma manière de développer, avec une organisation différente de mes équipes et finalement un projet de transformation. Donc les roadmaps vont être très différentes dans ces différents cas. On s'est dit donc quels sont les avantages, quels sont les inconvénients potentiels de la rationalisation, quelles sont les différentes formes que ça peut revêtir, quel est le plan d'action et quelles sont les différentes étapes pour mener cette standardisation. Maintenant, on voulait conclure, et ce sera la dernière planche de cette partie de présentation, on voulait conclure sur nos grandes convictions vis-à-vis de ces sujets de standardisation.
Je vais peut-être démarrer avec la première qui vient de ce que nous observons sur beaucoup de cas que nos clients nous soumettent. Vous avez beaucoup de données. Vous avez beaucoup de données, mais qui sont très souvent peu exploitées aussi par faute de centralisation ou alors vous ne savez pas comment vous en servir ou quoi analyser. En tout cas, c'est ce que l'on voit. Peut-être, encore une fois, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez des bonnes pratiques. Et ce que l'on voit sur tous les sujets de standardisation, ce qui fait que ça marche, c'est quand on part de la donnée pour analyser les récurrences, les corrélations, et pour voir, pour comprendre la diversité. La standardisation est là pour cartographier, pour gérer la diversité. Donc tout commence par la donnée. On pourra rentrer dans le détail sur quel type de données, mais par exemple, toutes les données, les 3D, peuvent être une des données qui peut être à agréger pour analyser et identifier les voies de standardisation. Le deuxième élément qui est important et qui constitue une condition de succès, c'est la capture du vrai coût de la diversité. Tout simplement, on l'a dit en début de webinaire, la standardisation ou le platforming, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Parfois, ça n'est pas la bonne solution. Il s'agit de faire le bon trade-off, la bonne analyse de quels sont les avantages, inconvénients, la bonne équation économique. Et quand on parle de la capture du coût, on parle de tout le coût, donc pas uniquement les coûts récurrents, mais ça peut être également les coûts de maintenance, les coûts de maintien des lignes de produits, quand il y a des lignes de produits, les coûts de développement, bien sûr. Et on a besoin d'avoir une capture la plus large et complète possible pour se faire une conviction. Est-ce que la standardisation est la bonne solution? Et convaincre, quand vous, les managers, vous êtes fait la conviction, parce qu'il faut convaincre les équipes que oui, c'est la bonne voie dans laquelle s'engager. Et je disais tout à l'heure que souvent nos clients commencent à l'étape numéro 4 en disant voilà, je veux standardiser pour réduire mes coûts. Généralement, il y a souvent cette notion qui arrive en premier, la réduction des coûts directs. Mais les bénéfices, ils peuvent être tout autres. Et comprendre aujourd'hui combien me coûte ma diversité, au-delà simplement de l'impact sur le coût récurrent de mon produit, c'est aussi comprendre le potentiel pour moi qui se cache derrière un projet de standardisation. Et on a même réalisé des projets de standardisation où le coût récurrent du produit a augmenté, mais la simplification qui a été permise par la standardisation a permis de réduire tous les autres coûts annuels et finalement, économiquement, notre client était gagnant, même si le coût de production de son produit a augmenté. Autre condition de succès que l'on observe souvent, c'est est-ce que l'organisation est capable ou facilite la standardisation? On l'a dit, la standardisation peut amener à des nouvelles façons de faire, des nouveaux métiers, des nouvelles questions que l'on se pose sur à quoi ressemble mon marché aujourd'hui et demain, à quoi ressemble toute ma ligne, ma gamme de produits. Et parfois, certaines organisations ne sont pas les plus adaptées pour favoriser ces standardisations. Alors, j'ai en tête plusieurs projets que nous avons faits pour permettre la standardisation. Je pense à des sujets de transformation d'organisation, quand on passe du classique organisation orientée métier à une organisation orientée produit, un balancier qui, chez certains industriels, passe d'un côté à l'autre. C'est la vie des sociétés, mais en tout cas, certains équilibres sont plus propices à la standardisation. Et pourquoi je dis ça? Il y a des métiers potentiellement nouveaux qu'on va voir créer quand il s'agira de standardiser. Je pense à des sujets des product managers qui ont le rôle de comprendre et capter les tendances du marché, y compris en se promenant, en faisant la veille concurrentielle, en allant dans les salons, mais également de structurer les roadmaps produits d'aujourd'hui et demain. Et c'est ces organisations, ces métiers nouveaux qu'il faut parfois développer. Peut-être ces métiers nouveaux peuvent parfois être perçus comme plutôt, il peut y avoir de la résistance à des changements. On l'a dit tout à l'heure, pour avoir certains gains de standardisation, il faut
pousser les potards assez fort parfois, et c'est ce qui peut être perçu comme difficile dans certaines organisations. Et c'est pour ça qu'on a une conviction assez forte sur la standardisation. Il faut qu'elle soit gérée comme une transformation. Et ça veut dire quoi? Ça commence par une vision forte du management qui a la conviction, instruite et éclairée, bien sûr, que c'est une voie à suivre. Une formalisation du besoin de changement. Pourquoi il faut faire différemment? Pourquoi maintenant? On doit aussi passer par qu'est-ce que chacun va y gagner dans l'organisation pour convaincre les uns et les autres, le fameux What's in it for me, comment je vais évoluer, comment mon rôle va évoluer au sein de l'organisation, et comment tous les métiers et tous les personas vont être transformés. Et il y a pas, on pense souvent aux ingénieurs qui vont avoir peut-être des métiers qui vont évoluer, puisqu'on va avoir, on va plus développer forcément de zéro. Il va y avoir des personnes qui vont être responsables d'une plateforme, des personnes qui vont être responsables des fameux delta développement. Mais il n'y a pas que leur rôle à eux qui va être impacté, puisque si on transforme la manière de développer et qu'on transforme l'organisation, il y a aussi la couche de management qui va être différente, c'est qui va avoir une manière différente de gérer les affaires. Il y a également les fournisseurs qui vont plus être impliqués de la même manière. Donc, les acheteurs qui vont devoir acheter différemment. Et ça va même aller parfois jusqu'au client. Alors, les clients, oui, c'est le dernier point que nous voulions partager. Ne nous interdisons pas d'aller discuter standardisation ou platforming ou mode de développement avec les clients. Alors, bien sûr, c'est plus facile de travailler uniquement sur derrière le rideau, ce qui n'est pas visible du client. On se dit que on n'impactera pas, on va pas perturber le jeu, mais parfois il faut aller jusqu'à discuter avec le client puisqu'il est prêt à accepter des choses qui peuvent lui être bénéfiques. On a parlé de l'ensemble des avantages de la standardisation et des coûts également. Mais quand on parle des avantages, il y a bien sûr les temps de développement, les coûts des développements, les coûts récurrents qui parfois peuvent être impactés pas forcément dans le bon sens, le niveau de qualité, les sujets de maintenance. Bref, il y a beaucoup d'éléments qui vont impacter le client et qui méritent d'être discutés avec eux. On peut parler parfois d'éduquer le client pour partager avec lui ces différents bénéfices qu'il va avoir à standardiser. Il n'y a pas que des inconvénients. Un produit sur lequel on a tous été très bien éduqués, il y en a peut-être parmi vous qui sont en train de le consulter, c'est ça, c'est le téléphone portable. Et pourquoi on a été éduqué? Parce que moi, mon téléphone portable, j'utilise peut-être 20% des fonctionnalités qui me sont permises, mais pourtant j'ai ça parce que je sais que c'est l'objet standard avec le plus de fonctionnalités, qui a un coût qui va être le plus efficace possible vis-à-vis de toutes les fonctionnalités qui me sont permises. Et cette roadmap, entre guillemets, elle a été partagée avec moi, elle est toujours partagée avec moi et je sais quelles sont les évolutions qu'il va y avoir. Donc, c'est tout le challenge quand on décide de transformer son offre que d'éduquer le client à cette transformation. Même si certains nous disent nous ne sommes pas comme Apple, donc on ne peut pas impacter le marché comme Apple, mais en effet, il y a quand même des choses à faire. Donc, nous arrivons au fin peut-être de cette partie où nous parlons et on va maintenant prendre quelques-unes de vos questions. Je vois des premières questions qui arrivent, donc n'hésitez pas à en poser. En synthèse, ce que l'on voulait vous dire aujourd'hui, c'est que la standardisation et le platforming et toutes les définitions de la standardisation qu'on a vues aujourd'hui sont un formidable outil pour re-questionner les choix de conception et d'aller chercher des gains qui sont de nature assez diverses, hein, on l'a vu. Mais bien sûr, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, il y a du pour et du contre, et il y a des approches, des méthodes, des outils qui permettent d'éclairer et prendre les bonnes décisions. Peut-être, je crois que c'est maintenant que nous prenons les quelques questions. Exactement, merci à tous les deux. Alors, on a quelques questions qui sont tombées pendant que vous nous présentiez les planches. J'ai notamment deux questions sur les données, donc je vais les regrouper en un seul point. Je dois regarder quelle data pour savoir si je dois standardiser. Et une autre question que je regroupe, comment utiliser les données que j'ai et avec quels outils? Ok, je démarre, Jean-Charles, peut-être. Alors, sur les data et outils,
Peut-être l'objectif de la standardisation, du platforming, c'est de gérer la diversité. Donc, tout commence par la cartographier, l'anticiper pour la gérer. Et la première des étapes que nous faisons dans beaucoup de sujets de transformation, oui, de standardisation, c'est agréger ces données dans une base de données technico-économique pour pouvoir comparer. Alors, parfois, cette comparaison peut se faire à la main, avec nos petits cerveaux humains. Et quand on a donné tout à l'heure des exemples de leviers de différenciation retardée, et quand il s'agissait de comparer des bruts forgés, s'il y en a 5, 10, on peut les comparer et se dire quel est l'impact de surdimensionner certains bruts pour répondre à tous les besoins, et quel est l'impact en termes de lead time, de coût, y compris coût d'usinage par la suite. Bref, donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire à la main. Et souvent également, ces données peuvent être très nombreuses, et c'est là donc je vais faire le lien entre le data et les outils. Souvent, la standardisation est envisagée parce que vous avez une diversité très importante. Et là, les cerveaux humains peuvent avoir une limite, et c'est à vrai dire pour ça que nous avons créé il y a quelque temps notre practice data science pour analyser toute cette diversité. Un exemple très concret, il y a quelques mois, nous avons fait un projet dans le monde du luxe où il s'agissait de standardiser les flacons de parfum qui se ressemblaient tous un peu, mais étaient tous différents. Et donc, nous avons récupéré en données l'ensemble des IGS, les STEP, bref, les 3D, que nous avons injecté dans un outil maison qui compare toutes les typologies des données technico-économiques et permet d'identifier, ah, tiens, tel bloc peut-être est très similaire à tel autre. On peut standardiser, faire une famille ici, un cluster ici, un cluster là. Donc ça, c'est un élément de réponse. Je sais pas si Charles, tu veux compléter. Non, mais quand on parle de données, on a tout ce qui est données en effet très physiques sur des pièces, mais on peut également avoir des données plus fonctionnelles. On a fait des projets de standardisation sur des produits qui sont à composante à majorité software. Où là, le challenge et toute la donnée qu'on a dû analyser, c'était finalement pas des données géométriques de pièces ou des similarités entre pièces, mais c'était des fonctions, des niveaux de performance sur des blocs fonctionnels et des blocs de software qui n'avaient pas forcément les mêmes manières de représenter ces différentes fonctions. Et donc, le challenge de cette donnée, de l'analyse de cette donnée, ça a été d'abord de mettre toutes ces fonctions, de les mettre sur le même format. Ça peut paraître bête, hein, mais le même format de tableau avec la fonction, le niveau de performance, le degré de performance, etc. Pour pouvoir ensuite, d'une manière très en masse, les comparer entre elles et identifier les ressemblances, plutôt que d'avoir des sessions, des interviews dédiées avec chacun des product owners ou des block owners pour identifier et faire cette corrélation. Là, l'analyse de la donnée de manière massive a permis de réduire et d'optimiser de manière très efficace tout ce travail. Alors, deuxième question. Je crois qu'il y a une question venant du monde automobile. J'adhère totalement à cette démarche, merci. Très efficace, notamment pour les industries de production en volume. Quels sont les leviers pour la déployer dans des industries à faible volume, space, défense, aéro? Alors, merci pour cette question. Sur les industries qui sont à plus faible volume que l'automobile. L'automobile, c'est peut-être l'industrie où il y a le plus de volume, en effet, tout est relatif, mais on peut quand même trouver des volumes sur le spatial, même si on ne parle plus de dizaines ou de centaines de milliers. Dès qu'on parle de plus que 150 même unités vendues, parfois dans le spatial ou dans la défense, les séries sont de 50, 100, 200. En fait, ça suffit pour avoir des effets bénéfiques à travailler cette standardisation, investir un petit peu dans du platforming ou un peu de CAPEX pour trouver de la récurrence et standardiser. Je crois que le sujet dont je parlais tout à l'heure sur les caméras, on devait avoir de l'ordre de quelques centaines de produits. Ça suffit pour trouver de l'optimum économique.
Si je peux compléter, même dans certains de ces secteurs-là, c'est même encore plus intéressant, encore plus utile, puisque les coûts de développement sont importants, en particulier quand on les rapporte aux quantités qui sont, vous avez raison, plus limitées. Donc, c'est encore plus utile de le faire. Alors, pour deux raisons. Donc, cet aspect de ventilation des NRC sur les coûts récurrents ou sur l'équation économique du programme global. Mais une deuxième raison également, beaucoup de ces secteurs, je pense en particulier à deux d'entre eux que vous avez cités, la défense et le spatial, font face à un critère de performance qui est clé, c'est le time to market. La vitesse de mise sur le marché du produit est clé. Et là, avoir anticipé des développements via du platforming est un bon outil pour accélérer. Et peut-être un dernier élément de réponse, on se rend compte que sans avoir de démarche de standardisation dans les manières de faire ces développements, notamment dans le domaine de la défense, généralement, on a un produit qui est développé pour les besoins d'un client. Et puis, lorsque un autre client demande également ce type de produit avec des spécifications un petit peu différentes pour 100 unités, 100 produits, on va partir du produit existant et essayer de l'adapter au maximum pour en faire le produit B, pour le client B. Là où finalement avoir une plateforme qu'on a développée et à partir de laquelle on fait un delta de développement se retrouve beaucoup plus efficace et permet de réduire de manière drastique tous les coûts de développement qui sont faits entre guillemets uniquement pour 100 produits. Donc là, en effet, on gagne sur l'effet d'échelle. Je voyais une question qui, je vais la prendre maintenant parce qu'elle peut s'enchaîner avec celle que l'on vient de citer. La standardisation, c'est bien, mais est-ce qu'il y a des cas où ça ne rapporte pas? Alors, je peux démarrer. Oui, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas l'alpha et l'oméga la standardisation. Dans certains cas, c'est bénéfique. Il s'agit de faire l'analyse économique complète. Jean-Charles donnait un exemple où même les coûts récurrents peuvent augmenter quand on standardise parce qu'on désoptimise localement. Alors, l'objectif, c'est bien sûr que ce soit optimal d'un point de vue global, l'équation économique pour toute l'entreprise ou alors une gamme de produits. Mais il y a des cas où ça rapporte moins que prévu. Et la standardisation, je le disais, c'est un levier pour améliorer la compétitivité et la performance globale, mais ce n'est pas absolument la réponse à tout. D'ailleurs, je crois que Jean-Charles, tu avais un exemple. Oui, c'est un projet, je pense qu'on pense au même, qu'on a réalisé il n'y a pas très longtemps dans le spatial, où notre client avait pour ambition de faire de la standardisation sa nouvelle manière de développer. Finalement, on s'est rendu compte que, étant donné aujourd'hui la couverture de son marché, sa typologie de clients, qui étaient des clients très spécifiques avec des demandes spécifiques, et par ailleurs la compétition qu'il y avait autour sur ce marché, on s'est rendu compte que pour venir attaquer ses compétiteurs sur ces segments de marché où la standardisation était déjà très poussée, le step était trop important et que finalement, il avait meilleur compte à rester sur ces segments de marché qui sont très spécifiques, qui sont un petit peu niches, mais qui répondent à une vraie demande de certains clients qui demandent des choses très, très custo. Finalement, il avait meilleur compte à rester sur ce segment-là. Par contre, on a quand même pu déployer avec lui des principe de standardisation plus bas dans les PBS, de la rationalisation de part number, etc. Donc, ça, il y a quand même eu un bénéfice. Mais l'ambition qu'il avait, finalement, on ne l'a pas atteinte parce que finalement, ce n'était pas son positionnement et la compétition était trop importante sur ce sujet-là. J'enchaîne avec une nouvelle question. Pensez-vous que pour des produits industriels complexes, la standardisation implique un noyau standard ou générique, des parties avec une variabilité contrôlée, module à interface standard, et des parties laissées libres à la customisation par design? On peut répondre de manière très simple. Oui, un grand oui. Oui, bien sûr. Merci Morgane pour cette question. La standardisation, elle a plusieurs visages. Parfois, quand il s'agit de travailler sur des pièces très simples, on fait des preferred part list. Ça peut s'arrêter là et c'est déjà de la standardisation. Mais en effet, quand on travaille sur un système complexe, il y a une infrastructure à préparer, à anticiper. Et anticiper, ça veut dire en effet avoir une architecture que vous appelez un noyau standard, une colonne vertébrale sur lesquelles on va venir plugger des blocs qui sont
pour certains prédéveloppés. Et donc, si on doit les plugger, ça veut dire que l'interface doit être anticipée et contrôlée. Mais il y a également des blocs qui vont être développés au cas par cas. Parce que Jean-Charles le disait tout à l'heure quand il donnait les définitions, il ne s'agit pas de standardiser pour se couper du marché. Standardiser, c'est pour être plus efficace et répondre à tout le marché, à toute la diversité, mais de façon plus optimale. Donc, en effet, il y a des parties qui vont être laissées libres à la customisation. Simplement, en fait, l'interface doit être prévue. Et en fait, la manière qui est décrite dans votre question de faire la standardisation, c'est le niveau le plus avancé de standardisation, de capitalisation qu'on puisse imaginer. Le niveau 0, c'est j'ai un besoin qui m'est demandé par un client et je développe pour ce besoin et ensuite je redéveloppe pour un autre besoin à partir de 0. Là, on capitalise pas du tout sur notre passé. Le niveau intermédiaire, je dirais, c'est celui que j'ai mentionné très rapidement tout à l'heure, où on développe pour les besoins d'un client et puis on réutilise des blocs ou on réutilise ce qu'on a pu faire pour l'adapter pour un autre client et on saute comme ça de projet en projet en réadaptant. Et puis le niveau le plus poussé, en effet, c'est là où on a le plus structuré cette capitalisation, où on a développé des choses au maximum pour pouvoir les réutiliser et faire le minimum de delta développement pour adresser une demande spécifique d'un client, voire même, en fait, ne pas faire ce delta développement si on se l'autorise et avoir simplement un portefeuille de produits sur étagère qu'on propose à notre client, quitte à perdre certains clients de manière voulue. Puisque tu as complété, je vais surcompléter sur ta remarque. Ce que l'on est en train de se dire là me fait penser à un projet que nous avons mené sur les systèmes complexes où justement il a fallu, comme vous le dites Morgane, structurer autour d'un noyau standard et avec des modules pour certains standards, pour d'autres customisables, mais avec des interfaces qui étaient connues et maîtrisées. Il s'agissait de moteurs complexes. On a standardisé pour partie les PN, les product numbers, les part numbers, pardon, qui étaient identiques sur différentes typologies de produits. Mais dans certains cas, on n'arrivait pas à aller jusque-là. Mais ce qu'on a standardisé, ce sont les concepts. Donc, l'architecture elle-même était similaire sur certains moteurs en l'occurrence. Donc, les concepts de validation étaient récupérés. Donc, la standardisation, elle peut aussi être conceptuelle. Alors, forcément, le Graal qu'on cherche, c'est des modules qui sont les mêmes et qui sont du hard que l'on sait reproduire plusieurs fois. Mais quand on n'arrive pas à aller jusque-là, on l'a dit, ça peut être uniquement du pré-hard, comme les différenciations retardées. On parlait des bruits tout à l'heure. Mais si on va encore en amont, ça peut être les concepts. Tiens, sur cette architecture, j'ai réussi à valider toute mon étape de d'IVVQ, intégration, vérification, validation, qualification, avec telle méthodologie. Et ça, on peut le diffuser à d'autres. Je vois une question, peut-être prendre la suivante, si tu veux bien, Myriam, sur les sujets qui me semblent être plutôt change. Vous avez parlé au début de webinaire de la difficulté d'embarquer les difficultés d'embarquer les équipes qui veulent souvent développer de zéro, mais vous n'êtes pas revenu dessus. Comment faire? Oui, alors comment faire pour embarquer les équipes? C'est un vrai sujet puisque la standardisation change la façon de travailler. On va développer des nouveaux métiers. Il y aura des nouvelles compétences à développer. Et comme on disait tout à l'heure, il faut vraiment prendre ce sujet comme un sujet de transformation avec le Need for Change, le What's in for me. Pour être très concret, pour répondre à votre question, qu'est-ce que chaque personne va y gagner? Certains vont être des anticipateurs qui vont travailler l'architecture, cadrer les modules, voir loin, anticiper l'avenir. Certains d'autres seront peut-être plus tournés vers les clients et adapter les configurations. Et donc, d'ailleurs, entre parenthèses, il y a des compétences de configuration management qui vont être clés sur ces sujets-là. Donc, il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître. Bien sûr, les parcours de carrière, les chemins de carrière seront à adapter depuis
les fonctions projet classiques que l'on voit jusqu'à comment on peut être le développeur de l'architecture, ensuite l'adapteur de modules, etc. Donc, c'est ça qu'il faut travailler. Et en effet, on peut être confronté à un peu de résistance, mais en général, en tout cas de ce qu'on a vu sur les projets menés, les équipes, quand on explique bien, ça prend bien parce qu'on voit l'intérêt. On voit l'intérêt pour chacun des métiers et pour la société de manière globale. En fait, il y a souvent un concept qu'on a en tête, c'est que la standardisation, ça va dégrader, entre guillemets, la manière de faire les développements. Mais quand on s'y penche un petit peu, en fait, pas du tout, puisqu'il y a ces nouveaux rôles qui vont apparaître, le fait de devoir gérer une roadmap de produits, d'être le garant du fonctionnement d'une plateforme et de la roadmap de la plateforme. Donc, il y a des nouveaux métiers. Et ça permet même d'élever certains ingénieurs ou certaines personnes à haut potentiel sur ces nouvelles responsabilités qui sont clés dans la réussite et les développements de l'entreprise. Donc, c'est le bénéfice que chacun a y trouvé, on doit le mettre en avant, le mettre en exergue pour que les personnes impliquées soient le plus partie prenante dans la démarche. Peut-être je vois une question et je vais me faire je vais prendre ton rôle, Myriam, mais je pense que c'est une question pour Jean-Charles, parce qu'on l'a vécu récemment. Mon produit, c'est du software, comment je peux faire? Je te passe la main, Jean-Charles, parce qu'on l'a fait régulièrement récemment. C'est vrai on a eu un projet assez récent où on était sur un produit où il y avait pratiquement que du software. C'est des systèmes de simulation et d'entraînement, donc avec une grosse partie simulation des blocs software. Et on est dans une situation où, après un merge d'entreprise, on a un portfolio de produits où il y a des redondances, il y a des bases installées, des bases de clients différentes, mais qu'on souhaite conserver. Donc, on se pose la question de savoir comment je peux rationaliser au maximum mon portfolio de produits. Et là, on était à 90% sur du software avec ces solutions qui coexistaient. Et tout le travail, ça a été, on l'a mentionné rapidement tout à l'heure, mais d'analyser en détail chacun des blocs fonctionnels et chacune des fonctionnalités de ces blocs software. Donc, on parlait par exemple, de blocs de simulation de véhicules, de blocs de communication voix, de blocs de simulation numérique, les mêmes choses que ce qui font tourner les jeux vidéo, par exemple. Et donc, chacun de ces blocs, on les a décortiqués en termes de fonction, en termes de niveau de performance. Et quand on identifiait des blocs qui étaient des deux anciennes entités qui étaient en partielle redondance, on s'est demandé s'il fallait les merger, s'il fallait garder les deux, parce que finalement, ils répondaient à des besoins différents de clients différents. Donc, les mêmes principes de standardisation ont été appliqués sur ces blocs software dans le cas de ce projet. Et en fait, la solution, c'est qu'on n'a pas tout rationalisé. On a parfois décidé de garder des blocs différents parce qu'on avait des bases installées trop différentes des deux côtés. Donc, l'objectif, c'était d'éviter les doublons de coûts, mais sans mettre en danger les différents segments de marché historiques que j'adresse avec ces deux solutions. Je vois l'heure qui tourne, donc je vous propose effectivement de prendre ma dernière question qui vient d'être posée et de s'arrêter là. Cette dernière question est: comment faire pour redresser un programme de standardisation qui ne fonctionne pas? Pas facile comme dernière question. Pas facile parce que ça dépend vraiment du contexte. Donc, je vais hélas pas trop y répondre, mais est-ce que ça vient du cadrage qui n'est pas suffisamment clair, de la vision souvent du top management qui n'est pas assez explicite ou partagée auprès de tous? Est-ce que ça vient des données qui sont pas suffisamment utilisées? On a partagé quelques conditions de succès que l'on a vues dans les projets que nous avons menés. Donc, je ne sais pas répondre de manière précise. Peut-être. Souvent, quand ça ne fonctionne pas, c'est qu'on a mal analysé le point de départ et l'ambition et la trajectoire pour le suivre. On disait tout à l'heure on partait sur les solutions avant d'avoir analysé le début. Moi, je dirais, pour redresser un programme de standardisation qui dérive, il faut identifier pourquoi il a dérivé et surtout se reposer les questions qui sont à l'origine de cette dérive.
Et pour se reposer les questions de pourquoi ça a dérivé, les causes racines, nous serons ravis d'en parler avec vous. Personne qui a posé des questions, j'ai pas accès au chat, mais n'hésitez pas à nous appeler parce que ce sont des sujets sur lesquels on serait ravis de travailler. On vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci encore de vous être connectés et à très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.